Très bien, donc bonjour à tous. Presque, on va dire, pas ultime séance. J'espère qu'il y en aura deux ou trois avant. Donc séance du 23 avril qui porte très rapidement donc sur un rappel important, les opérations sur les variables, opérations sur les variables aléatoires. Alors, opérations sur les variables aléatoires, je rappelle très rapidement ce qu'on avait déjà dit lorsque l'on a une loi de probabilité. On a dit que lorsqu'on a une variable aléatoire grand X, donc dont on a la loi de probabilité, on peut calculer l'espérance mathématique. Donc rappelez-vous, l'espérance mathématique, c'est la somme des xi pi, d'accord? Somme des xi pi. Ensuite, on s'est amusé à calculer la variance, et la variance, c'est la somme des pi xi moins espérance de x, le tout au carré. Et cette expression bien sûr a été simplifiée en utilisant la formule de Koenig, et on obtient une expression de la variance beaucoup plus facile à manipuler lorsqu'il s'agira de bien sûr de remplir des tableaux. Et ensuite donc l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Alors aujourd'hui, il est question donc des opérations sur les variables aléatoires. On va passer à la première opération. Alors, si on a une variable aléatoire y, n'est-ce pas? Et si y et x sont liés par la relation du type y égale ax plus b. Petit a bien entendu, petit a étant un nombre réel et petit b étant aussi un nombre réel. Donc petit a et petit b sont des nombres réels. Alors il faut savoir que l'espérance de y, c'est tout simplement a espérance de x plus b. La variance de y, c'est a carré variance de x. Et enfin, l'écart type de y, c'est valeur absolue écart type de x. Donc l'écart type de y, c'est valeur absolue écart type de x. Alors, concrètement, ça veut dire que si je prends une variable aléatoire grand X, dont on me donne l'espérance mathématique. Admettons que l'espérance mathématique de grand X soit égale à 10. Admettons que l'écart type de grand X ou la variance de grand X soit égale à 9. Donc l'écart type de grand X égale à la racine carrée de 9, c'est-à-dire à 3. Allez, je vais prendre une espérance égale à 40. Donc l'espérance mathématique de x égale à 40. Si on me dit que y est tout simplement égal, par exemple, on va dire à 0,5x plus 7. Si on me dit que y est égal à 0,5x plus 7 et qu'on me demande de calculer l'espérance de y, je vais donc appliquer la règle au-dessus. L'espérance de y, que voici, est égale à petit a, c'est-à-dire à 0,5. Espérance de x plus 7. Or, l'espérance de x est tout simplement égale à 0,5 que multiplie 40 plus 7. Concrètement, ça veut dire que l'espérance de y
est tout simplement égal à 0,5 fois 40, 0,5 fois 40, c'est-à-dire 2 plus 7. 0,5 fois 40, c'est-à-dire 2 plus 7, ce qui me donne une espérance de Y tout simplement égale à 9. Pas de souci, Patrick. Bienvenue, comme d'habitude. Très bien. Ensuite, on me demande de calculer l'écart type, d'abord la variance de Y. La variance de Y, c'est A carré, variance de X. Autrement dit, la variance de Y, c'est tout simplement 0,5 au carré que multiplie la variance de X qui est égale à 9. Je vous laisse faire l'opération, c'est-à-dire 0,25 fois 9. Ensuite, l'écart type de Y est tout simplement égal, à valeur absolue de 0,5, donc à 0,5, écart type de X. L'écart type de X étant égal à 3, ça me donne écart type de Y égale 0,5 que multiplie écart type de X qui est égal à 3. Je remplace donc l'écart type de X par sa valeur et j'obtiens donc 0,5 fois 3, soit 1,5. Y a-t-il des questions? Ok, parfait. Alors, maintenant, ce qui est très important. Bon, on est à même de se demander pourquoi l'espérance c'est ça et pourquoi la variance c'est ça. Autrement dit, où est passé le petit b? Bon, allez, on va essayer de faire un petit effort et on va essayer de montrer ces deux relations mathématiques. Je vous rappelle précédemment le calcul de la variance, le calcul de l'espérance et le calcul de la variance qui est là. Variance, espérance. Alors, vous embêtez pas si la démonstration, si vous trouvez la démonstration compliquée, ce n'est pas la peine de la retenir. Est-ce que vous voulez que l'on démontre au moins cette première propriété? Ou alors c'est pas important. Est-ce que vous voulez qu'on essaye? Ok, alors essayons. On va donc partir. Regardez bien. Ok Patrick. On va donc partir de Y égale AX plus B. On va donc écrire espérance de Y est égale à espérance logique de AX plus B. D'après la formule précédente, l'espérance de AX plus B, c'est quoi? L'espérance de AX plus B, c'est quoi? C'est la somme des AXI plus B. Alors bien sûr, je ne vais pas écrire ici I variant de 1 à n. Ok? Donc, l'espérance de AX plus B, c'est la somme des AXI
plus B que multiplie PI. Est-ce qu'on est d'accord? Puisque l'espérance mathématique, c'est la somme des xi PI. Donc, ça fait donc AXI plus B fois PI. Alors, on va appliquer les propriétés liées à la sommation, au signe somme. On va donc écrire la somme, l'espérance de Y. Je distribue. Ça me fait somme des AXI PI plus BPI. Somme des AXI PI plus BPI. Ce qui me donne espérance mathématique de Y est égale. Je scinde ça en deux. C'est la somme des AXI PI plus la somme des BPI. Ce qui me donne l'espérance de Y est tout simplement égale. Je peux sortir le petit a qui n'est pas indicé, ce qui me donne petit a, somme des XIPI. Petit a, somme des XIPI. Je peux sortir le petit b qui n'est pas indicé, plus b, somme des PI. Mais par définition, la somme des XIPI n'est autre que l'espérance mathématique de X, d'où l'espérance de Y est tout simplement égale à petit a espérance de X plus, alors attention, la somme des PI. Vous savez que la somme des PI est tout simplement égale à 1. Donc ça me fait tout simplement A espérance de X plus B, ce qui démontre la première ligne que voici. Ok. Très bien. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un tout petit peu plus compliqué pour la variance. C'est un tout petit peu plus compliqué pour la variance, mais est-ce que vous êtes prêts? Vous voulez qu'on essaye? Ok, c'est un peu plus laborieux, attention, parce que les calculs sont beaucoup plus lourds. Alors il faut vous accrocher. Je peux effacer? Allons-y. On va donc effacer. C'est parti. Allez, on va partir de la variance de Y. Alors, variance de Y est égale à la variance de AX plus B. Je vous rappelle simplement, je reviens juste sur mes pas. Rappelez-vous l'expression de la variance. Vous rappelez de l'expression de la variance. Pas de problème, Patricia. Donc, voilà l'expression de la variance. C'est la somme des xi carré pi moins l'espérance de grand X au carré. Alors, je reviens à ma page précédente. Et donc, bien entendu, je vais effacer ce petit dessin. Ok, allons-y. Alors attention, je vous dis, les choses ne sont pas forcément évidentes. Ce sera un tout petit peu plus dur que tout à l'heure. Variance de Y. C'est quoi? C'est la somme des xi carré. C'est
c'est la somme. Ah. Alors, donc c'est la somme des xi carré pi. Donc c'est la somme de a xi plus b au carré pi moins l'espérance de x, donc l'espérance de axi plus b, le tout au carré. Le tout au carré, on va l'écrire peut-être comme ça. Ok? Alors, vous rappelez tout à l'heure, que l'espérance de axi plus b, j'ai fait le calcul, l'espérance de axi plus b est égale à quoi? A espérance de x plus b, n'est-ce pas? Je ne refais pas ce calcul-là. Est-ce que c'est clair? Je ne vais pas refaire ce calcul-là. Ok? Donc, la variance, alors je pense que je vais prendre une nouvelle page, si vous permettez, parce que ça m'est beaucoup plus facile. Ah, je ne comprends pas. Ok, ça m'est beaucoup plus facile. Donc ne coupez pas. Alors, c'est parti. Variance. Variance de y. On a dit que c'est la somme des a xi plus b, le tout au carré pi, moins l'espérance de ax plus b, le tout au carré. Ok, c'est parti. On va donc développer. Variance de y est tout simplement égale à la somme. Ici, j'ai une identité remarquable. A plus B au carré. J'ai une identité remarquable. A plus B au carré. Et donc ça me fait, alors attention, A au carré, xi carré, plus le double produit 2 fois AB fois xi, plus B au carré, le tout facteur de PI, moins, donc ça on l'a calculé précédemment, c'est A espérance de x plus B le tout au carré. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai développé ici et j'ai remplacé ça par ce que j'avais trouvé précédemment. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. On va donc distribuer le PI, ce qui me donne variance de Y est tout simplement égal. Alors, je fais ça d'un coup. Somme des A carré, XI carré, PI, plus, plus, somme
somme 2AB XI PI plus B carré somme B carré PI moins A carré espérance carré de X plus 2 fois AB espérance de X plus B au carré. Fermez la parenthèse. Là encore une fois, j'ai une identité remarquable A plus B, le tout au carré. Ce qui me donne A carré plus 2AB plus B carré. Est-ce que c'est clair? Ok. Je continue. Variance de Y égale. Attention, le petit a, je peux le sortir. Ça fait A carré somme des xi carré pi. Le 2AB, je peux le sortir. Plus 2AB somme des xi pi. Le B carré, je peux le sortir. Plus B carré somme des pi. J'enlève mes parenthèses. Ça me donne moins A carré espérance au carré de X moins 2AB espérance de X moins B au carré. Et qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que la somme des PI, ça fait 1, n'est-ce pas? La somme des PI, ça fait 1. Ce qui veut dire que B au carré moins B au carré va s'annuler. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, on va obtenir ceci. Variance de Y. Je vous propose de réarranger les termes. Ça me fait A carré somme des xi carré pi. Je reprends cette valeur-là. Tenez, je vais la mettre en jaune. Je reprends cette valeur-là que je reporte à gauche. Moins A carré espérance carré de X plus ça, c'est quoi par définition? Vous vous rappelez, ça par définition, c'est tout simplement, je le rappelle, c'est tout simplement l'espérance mathématique de X. C'est bon? L'espérance mathématique de X, c'est la somme des xi pi. Donc plus 2AB espérance de X
plus b au carré. Rappelez-vous, la somme des PI, ça fait 1. La somme des PI, ça fait 1. Donc plus b carré. Donc celui-là, c'est fini. Moins 2ab. Espérance de x. Moins b au carré. Il me reste plus qu'à simplifier. Cette quantité-là et cette quantité-là s'annulent. Cette quantité-là et cette quantité-là s'annulent. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste variance de y. Là, j'ai petit a carré. Et là, j'ai petit a carré. Je mets a carré en facteur. Ça fait a carré facteur de quoi? Somme des xi carré pi moins espérance de x au carré. Et j'ai pas besoin de vous dire que ça, ce n'est autre que la variance. Et donc, j'obtiens quoi ici? J'obtiens variance de y. Variance de y est tout simplement égale à a au carré variance de x. CQFD. Vous avez remarqué que le petit b a disparu. Voilà. Alors bien entendu, si vous permettez, on va prolonger ce résultat important. Alors bien entendu, l'écart type, ça ne pose pas de problème. L'écart type de y, alors l'écart type de y est tout simplement égal à la racine carrée de a carré variance de x. Vous savez que la racine carrée d'un nombre est toujours égale à un nombre positif, ce qui explique valeur absolue de a, écart type de x. Ça, c'est l'écart type de y. D'accord? Alors, j'aimerais vous entretenir sur ceci. Regardons bien. Lorsque l'on vous dit, n'est-ce pas, que on vous dit que grand Y, d'accord, on vous dit grand X, n'est-ce pas, grand X suit la loi normale, n'est-ce pas, grand X suit la loi normale de paramètres M écart type. Bonsoir Désiré. Grand X suit la loi normale de paramètres M écart type. Lorsque vous avez une loi normale de paramètres M écart type, il faut savoir que l'espérance de X, c'est la moyenne. L'espérance de X, c'est tout simplement M. L'espérance de X, c'est M. L'écart type de X, c'est sigma. Donc ça, c'est ce qu'on avait défini précédemment. Alors maintenant, ce qu'il faut absolument comprendre, si je fais un changement de variable, autrement dit, si je pose une variable aléatoire t, si je pose la variable aléatoire t qui est égale à x moins m sur écart type. Question. Calculer l'espérance de t et calculer l'écart type de t. Alors, si vous permettez, on va y aller.
On va donc calculer l'espérance de t et l'écart type de t. Allons-y. Est-ce que vous êtes d'accord que la variable t, je peux l'écrire comme ceci. 1 sur écart type fois x moins m sur écart type. Est-ce que c'est clair? Cette écriture-là et cette écriture-là sont bien des écritures identiques. On est d'accord? Bien. Maintenant, si je me réfère à ma première propriété qui est là, pas celle-ci, mais celle-ci. Regardez qu'est-ce qu'on a dit. Pardon. Regardez ce qu'on a dit. On a dit que si l'espérance de y, si y est égal à ax plus b, l'espérance de y est égale à a espérance de x plus b. L'espérance de y est égale à a espérance de x plus b. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que l'espérance de t est égale à quoi? À petit a, donc petit a c'est ça, et ça c'est petit b. Donc petit a, 1 sur écart type, espérance de x, moins m sur écart type. Je remplace l'espérance de x par sa valeur, qui est égale à quoi? À m, et ça me donne 1 sur écart type fois m, plus moins m sur écart type. Et donc m sur écart type moins m sur écart type est tout simplement égal à combien? À 0. Donc, si x suit la loi normale de paramètres écart type, m écart type, et que t est égal à x moins m sur écart type, on appelle ça une variable centrée réduite, n'est-ce pas? Alors l'espérance de t, c'est tout simplement 0. Qu'en est-il de l'écart type de t? Qu'en est-il de l'écart type de t? Écart type de t égale A, rappelez-vous, je reviens à la formule initiale, rappelez-vous, l'écart type de y, c'est valeur absolue de A, écart type de x. Je vais donc l'appliquer ici. Écart type de t, c'est quoi? C'est tout simplement 1 sur écart type, ça c'est A, écart type de x. Mais vous savez que l'écart type de x, c'est combien? C'est sigma, ce qui vous donne écart type de t égale sigma sur sigma, ce qui vous donne combien? Tout simplement 1. Et c'est la raison pour laquelle, si x suit une loi normale de paramètres m écart type, si x suit une loi normale de paramètres m écart type, alors il faut savoir que t suit la loi normale de paramètres combien? Tout simplement 0, voyez, 0, point virgule 1. Avec t égale à grand X moins m sur écart type. Voilà la raison de ce changement de variable. Et voilà la raison du 0 et du 1. Est-ce que c'est clair? Ok. Très bien. Parfait. Alors maintenant, application pratique. Application pratique. Application pratique. On va dire ceci. Prenons une entreprise. Admettons qu'elle fabrique un produit. Le prix de vente unitaire de ce produit, on va dire, il est de 100 euros.
le prix de vente d'un article est de 100 €, n'est-ce pas? On va dire que les charges variables unitaires sont de 80 €. Charges variables unitaires sont de 80 €. On va dire que les charges fixes sont de 12 000 €. Les charges fixes sont de 12 000 €. Ok. On va supposer que les quantités produites, la quantité produite, on va supposer que la quantité produite par cette entreprise est une variable aléatoire grand X. La quantité produite par cette entreprise est une variable aléatoire grand X qui suit une loi normale de paramètres 700, n'est-ce pas? 700 et 100. De paramètres 700 et 100. Ma question est celle-ci. Déterminer ou calculer la probabilité de ne pas atteindre le seuil de rentabilité. Calculer la probabilité de ne pas atteindre le seuil de rentabilité. Ok. Alors, si vous permettez, d'abord on va le faire de façon classique. Donc, seuil de rentabilité. Alors, on va le faire d'abord de façon classique et ensuite on va vérifier notre résultat en utilisant les opérations sur les variables aléatoires. C'est parti. D'abord un tout petit topo rapide. Ici, il faut d'abord savoir ce qu'est un seuil de rentabilité. Alors, un seuil de rentabilité, il peut être calculé soit en quantité, soit en valeur. Le seuil de rentabilité est le niveau d'activité ou le niveau du chiffre d'affaires pour lequel le résultat est nul. Je répète, le seuil de rentabilité est le niveau du chiffre d'affaires ou le niveau d'activité, selon qu'on cherche le seuil en valeur ou en quantité, et le niveau donc du chiffre d'affaires ou le niveau d'activité pour lequel le résultat est nul. Comment je calcule un résultat? Le résultat, on va adopter en CGO, vous connaissez ça, on va adopter ce qu'on appelle le compte de résultat différentiel. Alors le compte de résultat différentiel opère ainsi. Vous avez d'abord chiffre d'affaires. Je reviendrai sur l'exercice ici. Vous avez d'abord chiffre d'affaires moins charge variable égale marge sur coût variable moins charge fixe égale résultat. Donc le résultat c'est quoi? C'est la marge sur coût variable moins les charges fixes. Je pense que ça, tout le monde, j'espère qu'à ce stade, ça ne cause de problème pour personne, hein, tout ça est clair. Si je fais ma simulation précédente, j'ai mon chiffre d'affaires unitaire qui est de 100.
Mon chiffre d'affaires unitaire est de 100. Mes charges variables unitaires sont de 80. Ça veut dire que ma marge unitaire pour un article dégage une marge de 20 euros. Et bien sûr, mes charges fixes sont de 12 000 euros. Alors regardez bien. Si je dis grand X est la quantité produite, grand X est la quantité fabriquée. Bien entendu, je suppose que la quantité fabriquée, bien sûr, l'entreprise fabrique des articles pour les vendre. Donc on suppose que toute la production est vendue. Si grand X est la quantité donc produite, à combien s'élève la marge totale? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que pour un article, j'ai 20 euros? Pour un article produit, je dégage une marge de 20 euros. Donc pour X articles produits, je dégage une marge de 20X. Mais bien sûr, le résultat grand R est tout simplement égal à 20X moins 12 000. Est-ce que c'est clair? 20X moins 12 000, c'est mon résultat. On y va. La question qui était posée est celle-ci. Pour quelle quantité ou quel est le seuil de rentabilité en quantité? Le seuil de rentabilité, c'est la valeur de X, c'est le niveau d'activité, c'est la quantité produite pour laquelle le résultat est comment? Nul. Le résultat est nul, n'est-ce pas? Exactement. Le résultat est nul si et seulement si 20X moins 12 000 est tout simplement égal à 0. C'est-à-dire si et seulement si 20X égale 12 000, soit X égale 600. C'est-à-dire 12 000 divisé par 20. Est-ce que c'est clair? Donc le seuil de rentabilité en quantité, c'est 600 articles. Question. Quel est le seuil de rentabilité en valeur? Le seuil de rentabilité en valeur, c'est tout simplement 600 que multiplie le prix de vente unitaire. Donc le seuil de rentabilité en valeur, c'est tout simplement 60 000 euros. Est-ce que ça va? Ok, parfait. Je reviens maintenant à ma question précédente. Ma question précédente était celle-ci. Calculer la probabilité de ne pas atteindre le seuil de rentabilité. Calculer la probabilité de ne pas atteindre le seuil de rentabilité. Je rappelle que la variable aléatoire x, donc la quantité produite, suit une loi normale de paramètres 700-100. Oui, Désiré. Ok, Désiré. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Alors, Désiré, est-ce que vous avez compris le résultat R égale, alors, prix de vente d'un article 100 euros. Prix de vente d'un article 100 euros. Charge variable unitaire 80 euros. Marge unitaire 20 euros. Est-ce que jusque-là ça va? Marge unitaire 20 euros. Très bien. Bien sûr, je suppose que X est la quantité produite. Si la marge unitaire est de 20 euros, la marge totale est de 20X. Est-ce qu'on est d'accord? Ah oui, d'accord. Donc 20X moins 12 000. Alors, le seuil de rentabilité désiré, c'est le niveau
Il faut d'abord trouver en quantité, n'est-ce pas? Il faut d'abord le trouver en quantité. Là, vous l'avez compris. Bah, si il faut 600 articles, pour atteindre le seuil, quelle est la valeur de ces 600 articles? C'est 600 multiplié par 100, le prix de vente unitaire. Est-ce que c'est bon? Ok, pas de souci. Alors maintenant, si vous permettez, on a dit au départ que grand X, donc on dit si grand X suit la loi normale de paramètres 700, 100, et bien sûr, le seuil de rentabilité en quantité, c'est combien? 600 articles. On vous demande quelle est la probabilité de ne pas atteindre ce seuil. Donc la probabilité donc que grand X soit comment? Strictement inférieur à 600. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On me demande de calculer la probabilité que grand X soit inférieur à 600. Est-ce que c'est clair? Bien entendu, je vais passer par la loi normale centrée réduite. Et je vais donc calculer ceci. Regardez bien. Ça me fait donc grand X moins 700 divisé par 100 est plus petit que 600 moins 700 divisé par 100. Ce qui me fait P2 grand T plus petit que 600 moins 700 moins 100 moins 100 sur 100 moins 1. Ce qui me fait tout simplement pi2 moins 1. Pi2 moins 1 c'est quoi? C'est 1 moins pi de 1. Pi de 1 c'est quoi? C'est 1 moins 0,9413. Et 1 moins 0,9413 c'est 0,1587. Donc la probabilité de ne pas atteindre le seuil de rentabilité est de 0,1587. Ah, bien sûr. C'est une entreprise qui a quelques petites difficultés. On peut le poser ainsi. Mais vous avez compris que je me suis arrangé pour avoir des résultats un petit peu ronds, ce qui m'évite de vous demander combien ça fait, votre table, etc., etc. Ah, bien sûr, Virginie. Alors attention, cet exercice-là, il peut être visible, pas dans une épreuve de maths comme ça, mais dans une épreuve de E5. Donc dans l'épreuve de comptabilité analytique. Mais attention, je fais quand même appel à des calculs de mathématiques et donc ça, on peut tout à fait l'édulcorer, le transformer pour que ça devienne un exercice de BTS. Très bien, Yann. Ok. Alors, ok. Alors, si vous permettez, je vais juste, pour rester dans l'aspect purement mathématique. Là, vous avez compris que j'ai calculé le seuil de rentabilité, n'est-ce pas? Le seuil de rentabilité, je l'ai calculé en quantité. Et donc, j'ai calculé la probabilité de ne pas atteindre, si vous voulez, ce seuil-là. Donc, x étant une variable aléatoire qui associe la quantité produite. Maintenant, si on raisonne comme ça, regardez bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le seuil de rentabilité, le résultat, c'est quoi? C'est parti. On a grand X qui suit une loi normale de paramètres 700, 100. Est-ce qu'on est d'accord qu'on a trouvé un résultat égal à combien? À 20x moins 12 000. Est-ce qu'on est d'accord?
grand R égale 20x moins 12 000. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'espérance de grand X, c'est 700. L'écart type de grand X, c'est 100. Puisqu'on a expliqué que c'était tout simplement les paramètres de la loi normale. Respectivement, la moyenne et le sigma donc sont respectivement l'espérance et l'écart type de grand X. On va donc appliquer les propriétés, les opérations, enfin la propriété qu'on a développée tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'espérance de R est égale à quoi? À 20 fois espérance de X moins 12 000. Est-ce qu'on est d'accord? Espérance de R égale 20 fois espérance de X moins 12 000. Mais comme l'espérance de X est 700, vous êtes d'accord avec moi que ça fait 20 fois 700 moins 12 000. Donc si je ne me trompe pas, 20 fois 700, ça fait 14 000. 14 000 moins 12 000, ça me fait 2 000. D'accord? Ok? Très bien. On va donc maintenant calculer l'écart type de R. L'écart type du résultat. L'écart type du résultat. L'écart type du résultat, c'est quoi? C'est valeur absolue de 20, donc 20, écart type de X. Vous êtes d'accord avec moi que l'écart type de X est 100? L'écart type de X est 100. Donc l'écart type de R, c'est 20 fois 100. C'est-à-dire 2000. Est-ce que ça va? Ok. Ce que je tiens à ce que vous compreniez, c'est que si X suit une loi normale, et si R et X sont liés par cette relation, eh ben, vous pouvez être sûr que R, le résultat, aussi suit une loi normale. Est-ce que c'est clair? Suit une loi normale de paramètres combien? Espérance 2000, écart type 2000. Est-ce que c'est clair? Donc le résultat suit une loi normale de paramètres 2000-2000. Ma question précédente était celle-ci. Calculer la probabilité de ne pas atteindre le seuil de rentabilité. Je répète, calculer la probabilité de ne pas atteindre le seuil de rentabilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le seuil de rentabilité ne sera pas atteint dès lors que mon résultat est négatif? Est-ce que c'est bon? Ok. Donc la probabilité de ne pas atteindre le seuil de rentabilité, c'est tout simplement quoi? La probabilité que R soit plus petit que 0. Est-ce que c'est clair? Je vais donc passer par la loi normale centrée réduite. R moins 2000 divisé par 2000. Ça me fait donc P2 R moins 2000 divisé par 2000. Plus petit que 0 moins 2000 divisé par 2000. Mais vous avez compris que ça c'était. Et enfin, 0 moins 2000 divisé par 2000, ça fait bien moins 1. Ce qui me donne pi de moins 1 et ce qui me donne la même réponse que précédemment, soit 0,1587. Voilà une autre façon de raisonner. Ok.
Très bien. Alors, pour être complet, je reviens à mes opérations. Alors, je suis arrivé là. Maintenant, je vais voir avec vous le cas vraiment général et regardez ce que ça donne. Voilà ce qu'il faut effectivement intégrer. Si vous avez qui se démontre de la même façon que tout à l'heure, cette fois-ci, au lieu de prendre une seule variable, j'en prends deux. Bien sûr, liées par cette relation z égale ax plus by plus c. Alors il faut savoir que l'espérance de z, je vous laisse découvrir ça, c'est a fois espérance de x plus b espérance de y plus c. La variance de z, c'est a carré variance de x plus b carré variance de y. Attention, ceci n'est vrai que si x et y sont indépendantes. Si x et y ne sont pas indépendantes, il faudrait rajouter quoi? Il faudrait rajouter plus 2 fois AB covariance de XY. Mais au BTS, on aura toujours des variables aléatoires indépendantes. Donc ce problème ne se posera pas. Autrement dit, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Et pour l'écart type, je vous laisse le découvrir. C'est racine carrée, tout simplement, de la variance. Alors, si vous permettez, exactement, Mike. Si vous permettez, on va prendre quelques exemples. Je vais commencer par très simple. Regardez. Admettons que je vous dise x. X suit une loi normale de paramètres 30 et 4. Y suit une loi normale de paramètres 20 et 3. Admettons que x soit le chiffre d'affaires d'une succursale A et y est le chiffre d'affaires d'une succursale B, mais les deux succursales A et B appartiennent à la même entreprise. Alors la question est celle-ci. Quelle est la loi de probabilité du chiffre d'affaires total du groupe? Autrement dit, quelle est la loi de probabilité de Z qui est égale à quoi? À X plus Y. Alors je rajoute simplement que le chiffre d'affaires de la succursale A est indépendant du chiffre d'affaires réalisé dans la succursale B. Autrement dit, les deux variables, grand X et grand Y, sont indépendantes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'espérance de X, c'est 30. L'écart type de X, c'est 4. Ensuite, l'espérance de Y, c'est 20. L'écart type de Y, c'est 3. D'après les propriétés précédentes, on va donc calculer l'espérance de Z. L'espérance de Z est tout simplement égale à l'espérance de X plus l'espérance de Y. Et donc, l'espérance de Z est tout simplement égale, je vous laisse faire le calcul, 30 plus 20. 30 plus 20, ça fait 50. Maintenant, qu'en est-il de l'écart type de Z? Faites attention. L'écart type de Z.
c'est quoi? C'est la racine carrée. Attention ici, regardez bien. Le petit a, c'est 1. Le petit b, c'est 1. Et le petit c, c'est 0. Est-ce que c'est clair? C'est bien la forme ax plus by plus c. Et donc, c'est l'écart type carré de x plus l'écart type carré de y. Ce qui vous donne écart type de z est tout simplement égal à la racine carrée de 4 au carré plus 3 au carré. 4 au carré, 16. 3 au carré, 9. 16 plus 9, 25. Racine carrée de 25 est tout simplement égale à 5. Exactement. Est tout simplement égal à 5. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Z, donc, suit une loi normale de paramètres. Z suit une loi normale de paramètres 50, 5. Alors, en BTS, ce qui arrive souvent, c'est effectivement cette forme-là. Maintenant, ne vous faites pas surprendre. Si jamais vous avez ça, regardez bien. Je vais poser cette fois-ci W égale, ou plutôt pas W, je vais plutôt appeler ça D, D pour différence. La variable D égale à grand X moins Y. Faites attention. Là, petit a est égal à 1. Petit b est égal à moins 1. Et petit c est égal à 0. Alors pour l'espérance, il n'y a pas de problème. L'espérance de D, c'est tout simplement espérance de X moins espérance de Y. C'est-à-dire espérance de X moins espérance de Y, 30 moins 20, ce qui me fait tout simplement 10. Faites attention, pour l'écart type, regardez bien la formule. Pour l'écart type, c'est A carré écart type de carré de X plus B carré écart type carré de Y. Petit a, on a dit que c'était 1. Petit b, on a dit que c'est moins 1. Et lorsque vous faites 1 au carré écart type carré de X plus moins 1 au carré, attention, moins 1 au carré, écart type carré de Y. Et bien sûr, vous avez compris, moins 1 au carré, c'est tout simplement un plus 1. Donc je reviens à mon calcul ici. Et donc, l'écart type de D est tout simplement égal à la racine carrée écart type carré de X, toujours plus écart type carré de Y. Et donc, je ne refais pas le calcul. On a trouvé précédemment que l'écart type de D était égal à combien? À 5. Et dans ce cas-là, D, la différence D, suit une loi normale de paramètres 10, 5. Ok. Ok. Alors, juste pour finir, avec un exemple pour appliquer ce type de formule, si je vous dis la, la marge, une entreprise fabrique un article, son taux de marge, donc un article A, donc le taux de marge de l'article A,
est de, on va dire, n'importe quoi, 30%. Le taux de marge d'un article B, est de, je dis n'importe quoi, de 20%. D'accord? Et donc, bien sûr, le produit A est réalisé euh, par une entreprise, par une succursale A. Le produit B est réalisé par une succursale B ou même la même succursale. Nous avons des chiffres, des charges fixes qui s'élèvent à, je dis n'importe quoi, à 200 000 euros. D'accord? Si on vous dit, si on vous dit que le chiffre d'affaires de A, le chiffre d'affaires de A suit une loi normale de paramètres, là par contre, je ne vais pas donner de valeur, je vais dire loi normale de paramètres M1 écart type 1. Le chiffre d'affaires de B suit une loi normale de paramètres M2 écart type 2. D'accord? Et compte tenu des éléments que l'on a, on peut me demander, calculer quelle est la loi de probabilité du résultat R. Alors, le résultat R s'écrit comment? Le résultat R, c'est quoi? C'est la marge totale procurée par A, soit 0,3x, plus la marge totale procurée par B, soit 0,2y, n'est-ce pas? Moins les charges fixes. Et là, vous reconnaissez la forme AX plus BY plus C, par exemple. Et donc là, je ne fais pas les calculs. Ça veut dire que R va suivre une loi normale qui aura quel paramètre? Ben, il suffit de calculer l'espérance de R et de calculer l'écart type de R en appliquant les formules que j'ai précédemment énoncées. C'est-à-dire, on part de ça et on calcule l'espérance. Pardon, on part de ça, on calcule l'espérance et on calcule l'écart type. Mais ne vous inquiétez pas, au BTS, vous n'aurez jamais cette forme-là. Le cas classique, c'est petit a égale 1, petit b égale 1 et petit c égale 0. Ou bien éventuellement, petit a égale 1, petit b égale moins 1 et petit c égale 0. Et enfin, le dernier cas, petit a, petit b égale 0 et vous gardez simplement ax plus c, c'est-à-dire z égale ax plus c. Oui, Maggie. Euh, alors, revenons à l'expression du moins 1. Oui, Maggie. Alors, j'explique. J'explique. Ok, Yann, pas de souci. Pas de problème. Bonne soirée, Yann. Alors, regardez Maggie. Si j'ai ça, alors, regardez Maggie, si j'ai ça, z égale x moins y. Vous êtes d'accord avec moi, Maggie, que ça fait 1x plus moins 1y. N'est-ce pas, Maggie? D'accord? Ok. Donc, si je calcule l'écart type de z, je vais appliquer la formule précédente et je vais faire racine carrée de 1 au carré écart type carré de x plus moins 1 au carré écart type carré de y. Ce qui va me donner tout simplement racine carrée de écart type carré de x plus écart type carré de y. Moins 1 au carré étant égal à plus 1. Voilà Maggie. Voilà chers amis, j'espère avoir été complet. Merci pour votre
Merci pour votre attention, à moins qu'il y ait des questions particulières. Sinon, on va préparer Pâques avec sérénité. Ok, oui, Patrick. Oui, Désiré. Pas d'inquiétude. Euh, alors, V est une droite affine. J'ai pas très bien compris.